Normalement, on est lancé. Alors, je crois que pour l'instant, il n'y a qu'une personne. Bonjour, déjà. Comme je disais, on va attendre encore un peu, voir si d'autres personnes nous rejoignent. Donc, on va attendre. Là, il est 13h01, donc je sais pas. On va attendre 2-3 minutes encore. Bien sûr. Bon, j'attends encore une petite minute, puis on va commencer. Oui. Bon, on va y aller doucement. Si il y a des personnes qui arrivent en cours, on verra. Oui. Donc déjà, bonjour tout le monde, ceux qui sont déjà connectés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter un peu l'artisanat chez les fleuristes et essayer de réfléchir un peu avec vous comment on peut concilier à la fois l'impact environnemental et la performance dans ces entreprises-là. Donc, moi, je me présente, c'est Alexandre Chabot, je suis conseiller environnement à la Chambre des métiers de l'artisanat, basé dans le 54. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de Madame Udero Cathy, qui Bonjour. est dirigeante de l'entreprise Les 4 Saisons dans les Ardennes, qui du coup aura une vision un peu plus professionnelle que moi. Donc cette présentation va être segmentée en on va dire 4 grandes parties, et la cinquième, c'est un peu
la partie où justement qu'est-ce qu'on propose à la Chambre des métiers de l'artisanat aujourd'hui. Donc la première question, donc le premier point, ça va être est-ce qu'aujourd'hui, du coup, la fleur coupée est un produit qui est réellement durable? Déjà, pour commencer, donc déjà un peu de manière générale, qu'est-ce que c'est le développement durable? Pour contextualiser un peu cette notion-là. On peut parler du coup, donc le développement durable, c'est quelque chose qui doit répondre à un besoin du présent et sans forcément compromettre les besoins et les capacités des générations futures. C'est aussi du coup basé autour de 3 grands piliers aujourd'hui du développement durable, qui est à la fois le social, l'économique et l'environnemental. Dans l'idée, c'est que ces 3 facettes-là soient soutenables de manière équilibrée sur ces 3 piliers-là. Et chez les fleuristes aujourd'hui, donc il y a plusieurs aspects, choses qui peuvent être impactants environnementalement parlant et qui peuvent être améliorés. Ça va être par exemple l'utilisation de produits, limiter les déchets, optimiser l'eau, l'énergie, sensibiliser les employés et la clientèle, et aussi du coup, favoriser tout ce qui est local et de saison. Donc, je reviendrai sur ces points après plus en détail. Pour déjà réfléchir de manière globale, savoir si c'est un produit qui est réellement vert, la fleur coupée, il faut repartir en fait de la base, qui va être du coup de l'achat. Aujourd'hui, on est quand même sur un secteur, une filiale qui est très mondialisée. Du coup, la production aujourd'hui se fait la plupart, une grande partie en tout cas, à l'étranger. Donc, rien que ça, ça peut avoir des enjeux et des impacts sur l'environnement, car dans différents pays, les critères environnementaux ne sont pas forcément les mêmes, donc ça va être l'utilisation de certains produits phytosanitaires qui peuvent avoir un impact assez important. Ça va être génération des déchets, la production d'une manière générale va générer aussi, va consommer de l'eau, de l'énergie, et de l'occupation de terre qui peut être du coup exploitée pour cette filiale-là. Et derrière, forcément, si c'est fait à l'étranger, il va y avoir un coût au niveau du transport. Donc, généralement, les fleurs coupées sont transportées aujourd'hui en avion pour être du coup partir après chez des grossistes. Donc les grossistes, pareil, le fait de réceptionner ça, de les conserver, ça va consommer de l'énergie, de l'eau et du déchet. Forcément, c'est emballé. Et derrière, la distribution, il va y avoir un coût de transport pour aller chez les distributeurs, identique. Ce coût-là, il y aura un coût énergétique en eau et en déchets. Toujours pour la même raison, c'est que ces produits-là vont être emballés. Derrière, une fois que c'est... après, on passe à la phase du coup achat du coup, par les entreprises de la fleur coupée, par les fleuristes. Il y aura toujours un coût de transport, forcément, qui va arriver du coup dans votre boutique. La boutique, selon les capacités que vous avez, va forcément avoir un coût en énergie. Ça va être selon les équipements qui existent, s'il y a des clims, des choses comme ça en place, qui aura un coût plus ou moins supérieur. La consommation en eau, forcément, vous avez besoin d'arroser. Il va y avoir quand même une génération de déchets, donc que ce soit au niveau de la réception des produits, mais aussi du coup à l'emballage que vous pouvez fournir à votre clientèle. Et derrière, une fois que le client a acheté, lui, il va ramener ça chez lui. Le coût de transport, ça paraît évident, donc ça dépend si la personne vient en véhicule ou en vélo, ça forcément, ça dépend. Derrière, il va quand même consommer de l'eau pour pouvoir l'entretenir, et derrière, ça va générer un déchet. La question du déchet derrière, donc si selon comment ça a été emballé, tout se pose la question sur quel type de déchets, est-ce que du coup c'est des déchets qui peuvent être recyclés, réutilisés ou des choses comme ça. Et derrière aussi, le produit en lui-même, du coup, la fleur coupée, c'est un biodéchet, c'est un déchet qui peut être valorisé. Est-ce que tous les clients le font, tous les consommateurs le font? Est-ce qu'ils sont sensibles à ce genre de choses? Est-ce qu'ils ont l'information? C'est aussi toute une réflexion qu'ils peuvent avoir. Donc c'est pour ça qu'on peut se demander, est-ce que aujourd'hui l'achat de fleurs, en fait, est-ce que c'est un achat durable, et est-ce que c'est du coup la fleur, est-ce que c'est plus intéressant aujourd'hui de consommer de la fleur de saison, et pourquoi en fait c'est plus intéressant? Donc pour vous, en tant que fleuriste, il y a une préoccupation sur la localité et sur la saison. Et c'est d'autant plus un enjeu aujourd'hui. Donc c'est une enquête qui est tirée de Valor, qui montre en fait de plus en plus que les clients sont sensibles à la fois
par l'origine de la fleur, mais aussi par le fait qu'elle soit saisonnière. On est sur environ 56% qui s'interrogent sur la provenance. Et derrière, on est quand même sur 70% des Français qui seraient prêts à payer un peu plus cher pour avoir à la fois une fleur française et une fleur qui répond à des critères de saisonnalité. Tout ça, du coup, c'est dans l'intérêt en fait aussi de valoriser ce qui est rapporté par les consommateurs, valoriser le produit d'horticulteurs français. C'est dans cette logique de soutien d'économie, on va dire, nationale, où les Français, les consommateurs, sont prêts aujourd'hui à payer plus cher et à payer en fait de la fleur française. Ça reste, n'empêche que les consommateurs n'ont pas forcément la connaissance que la majorité des fleurs achetées chez les fleuristes en fait sont importées. On parle aujourd'hui, en effet, je crois que 50% pensent que ou on est en d'autoconsommation ou ne savent pas en fait d'où ça vient. Il y a quand même l'autre moitié pratiquement qui savent que c'est importé et qu'on est principalement sur l'importation du coup de fleurs coupées. Comme quoi les opinions sont aujourd'hui très partagées et la connaissance n'est pas forcément connue des consommateurs. Mais là où il y a un intérêt justement en tant que fleuriste de pouvoir acheter de saison et de local, c'est qu'il y a de plus en plus d'actualités et de plus en plus de consommateurs se posent la question justement à la fois du local de manière générale, mais aussi du coup sur des produits comme la fleur coupée. Donc là, je vous montre quelques actus. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, qui a questionné justement certaines fleurs qui étaient contaminées, mais du coup qui étaient aussi importées du coup de pays étrangers. Et on est aussi du coup sur des actualités, mais là c'est plus de manière économique dans votre entreprise, sur des changements géopolitiques mondiaux qui peuvent avoir aussi un impact sur l'approvisionnement du coup de votre matière première. Et tout ça en fait, pour conclure un peu sur le fait d'acheter local et de saison, ça va avoir un double intérêt, ça va avoir l'intérêt du coup de rassurer un consommateur qui se questionne, de pouvoir valoriser à la fois aussi du coup le travail d'horticulteurs locaux et français, voire européens, et aussi du coup d'avoir une meilleure maîtrise en fait sur certains changements mondiaux. Demain, dans l'avenir, on ne sait pas trop de quoi ça peut être fait, ça peut être très imprévisible. Donc autant avoir cette maîtrise du coup d'acheter local et d'avoir cette maîtrise de pouvoir directement parler aux producteurs et d'avoir moins d'intermédiaires. Ça permet d'avoir cette meilleure maîtrise sur l'approvisionnement de votre matière première. Là-dessus, je laisse la parole à Cathy qui a peut-être cette vision un peu plus professionnelle et qui justement, elle travaille beaucoup sur la fleur de saison et locale. Est-ce que c'est des choses justement compliquées à mettre en place? Compliqué à mettre en place, non, quand on démarre comme ça, c'est pas compliqué à mettre en place. Ce qui est plus difficile, je pense, c'est quand on a l'habitude du circuit classique et qu'il faut changer. Parce que effectivement, trouver de la fleur de saison et surtout des producteurs locaux, c'est pas facile parce que moi, mon projet, avant de démarrer, ça a mis bien 1 an avant de se concrétiser. Parce que il faut aussi, c'est pas une habitude que les gens du coin ont forcément. En tout cas, les horticulteurs du coin ou les fermes florales travaillent beaucoup en fait pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une ferme florale et ils vont aller vendre sur le marché ou vendre pour les mariages directement. Et ils n'ont pas l'habitude de travailler avec les fleuristes pour la simple et bonne raison que les fleuristes, eux, ont l'habitude de travailler avec des fournisseurs chez qui ils ont telle rose de telle couleur, telle quantité, etc. Et eux, ils ne peuvent pas répondre à cette demande. Il faut en fait que ce soit plus un partenariat, c'est-à-dire que les fermes florales vont, eux, proposer des choses qui sont de saison, mais nous, on ne va pas maîtriser, on va pas pouvoir dire, moi, je veux 10 roses blanches, je veux...
c'est plutôt eux qui vont nous dire, cette semaine, j'aurai ça. Et donc, nous, il faut qu'on compose avec ça. Donc, c'est pas forcément évident à maîtriser. Et en plus, par exemple, j'ai un de mes fournisseurs, j'ai eu du mal à le convaincre au départ, parce qu'il avait déjà travaillé il y a une vingtaine d'années avec des fleuristes sur le Rothellois. Et c'est vrai que ça ne s'était pas bien passé pour ces raisons-là. Ou alors, par exemple, on a l'habitude d'acheter, de gérer, par exemple, la hauteur des tiges. Là, je ne la gère pas, moi. Je ne gère pas les couleurs, je ne gère pas la hauteur des tiges. C'est ce qu'ils produisent, eux, que j'ai. Donc, du 100% local et de saison, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais en tout cas, on peut en avoir une bonne partie. Après, il faut savoir aussi que la difficulté pour eux, c'est que ça va être des petites quantités. On va avoir beaucoup de variétés, mais en petite quantité. Mais du coup, c'est possible d'intégrer en effet. Mais c'est possible d'intégrer une bonne partie de la sélection, effectivement. Et là-dessus, justement, par rapport à la clientèle, est-ce qu'il y a des clients qui se posent des questions sur la localité, sur la saisonnalité? Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent? Oui, parce que c'est comme moi je l'ai mis en avant, effectivement, j'ai beaucoup de clients qui viennent là pour ça. Donc, d'une part, pour le fait que ce soit du local. Le fait aussi de ces problématiques de pesticides et de traitements qu'on peut avoir, parce que je travaille avec une des fermes florales qui travaille en agriculture biologique. L'autre n'y est pas, mais ils font très peu de traitements. Ça va être les traitements qu'on connaît de papy-mamie, enfin voilà, un peu, ils travaillent un petit peu à l'ancienne. Mais effectivement, forcément, on a des fleurs en plus, on a des fleurs qui sentent, on a les odeurs. C'est ce que beaucoup de clients c'est un retour que j'ai de beaucoup de clients, en fait. C'est, vos fleurs, elles sentent quelque chose. En fait, elles sont vraiment, on a des roses odorantes ou des choses comme ça. Donc, il y a quand même, on sent une différence. On sent une différence et une différence de qualité aussi. Alors, l'agriculture biologique, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fonction des variétés, on va en avoir qui vont tenir beaucoup mieux qu'une fleur traditionnelle. Mais par contre, il y a certaines variétés qui vont tenir un petit peu moins. Donc ça, après, c'est à nous, fleuristes, de faire la communication auprès du client. Dire attention, celle-ci, elle est fragile. Celle-ci, elle va faner avant les autres parce qu'elle est produite en agriculture biologique et elle est un petit peu plus, voilà, est-ce que vous la prenez quand même ou pas, quoi. Mais les gens restent quand même sensibles à ça. Oui, donc il y a quand même des clients qui sont intéressés par ce genre de produit. Oui. Après, la difficulté, c'est aussi de définir le local parce que, effectivement, je voyais sur le diapo, on parle de fleurs de France. C'est vrai que c'est compliqué. Nous, par exemple, donc là, c'est Grand Est. Nous, on est frontalier de la Belgique. Moi, si je vais chercher auprès de producteurs belges, on va considérer que c'est local. Que moi, si je dis que mes roses, elles viennent de hier dans le sud, là, ça va tiquer un peu plus, alors que c'est de la fleur de France. Après, à chacun de redéfinir aussi le local aussi. Bien sûr, c'est évident. Après, c'est surtout privilégier, éviter tout ce qui est en matière de transport, des choses comme ça. J'entends le questionnement. Là, au niveau du transport, faut savoir que là, 100% de ce que j'ai en boutique, c'est moi qui vais chercher. Donc, ça nécessite aussi un investissement de soi où, effectivement, là, on ne vient pas vous livrer pendant les ouvertures de la boutique et puis ça vient de chez vous, etc. Et il n'y a plus qu'à déballer. Par contre, la différence, c'est que effectivement, on va chercher donc en dehors des heures de boutique. Moi, ce matin, j'étais à Reims, par exemple. Donc, on va chercher en dehors des horaires d'ouverture. Par contre, au niveau de l'emballage, je voyais qu'on parlait de l'emballage. Nous, c'est les seaux à fleurs directement. Donc, on n'a pas d'emballage. Mais je reviendrai sur les emballages après. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Après, au niveau du transport, c'est pas du transport coupé non plus. Après, oui, c'est ça.
ça demande une certaine logistique en plus, dans tous les cas. Ça demande une certaine logistique. Et puis bon, après, c'est vrai que c'est possible, c'est faisable. Et c'est même très intéressant puisque on est plus sur une relation de partenariat que sur une relation, même si avec des fournisseurs, la relation elle peut être super et très sympa et tout ça. Mais là, on est vraiment dans quelque chose d'un petit peu différent. Et on rencontre aussi, par exemple, là, quand je travaille avec la ferme des Messicoles à Reims, à côté de Reims, on se retrouve à un point avec plusieurs autres fleuristes et ça permet un échange aussi entre fleuristes et entre wedding planners. Ça c'est intéressant. C'est une autre relation. C'est vrai que du coup, ça permet en effet de connaître le produit et puis de sécuriser un peu. C'est ça. Et on voit comment c'est fabriqué. On sait d'où ça vient, comment c'est fait. Et on peut raconter, et ça les gens ils aiment bien, on peut raconter une histoire autour de ça. Moi, des fois les gens on peut dire ces fleurs-là, on vient de les récupérer ce matin. C'est vrai qu'ils aiment bien les gens qu'on leur raconte des histoires autour de ça. Super. C'est un peu la tendance. Je te remercie. Tu auras l'occasion de revenir sur d'autres points après. Je vais continuer du coup par rapport à la présentation. Donc, surtout là, on a parlé beaucoup de la matière première, d'où est-ce que ça peut venir et tout ça. Et là, on va partir un peu sur. Je commence par une phrase très générale qui dit il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Je trouve cette phrase un peu intéressante parce que du coup, ça montre en fait aujourd'hui n'importe qui, mais les entreprises d'autant plus, on est interdépendant en fait à la fois avec l'environnement et l'économie. Si l'environnement s'écroule, l'économie s'écroule. Pour revenir un peu justement sur les 4 piliers du développement durable, ça fait sens. Donc aujourd'hui, on peut dire que si demain on n'évolue pas dans notre manière de gérer une entreprise, de mettre en place certaines choses dans les entreprises, ça ne sera pas durable et de toute manière, les ressources vont se raréfier et du coup, les entreprises aussi vont voir leur situation économique se dégrader très nettement. Dans cette idée-là, justement, comment conjuguer transition écologique et gestion économique de l'entreprise, c'est reprendre en fait toutes les étapes de l'entreprise, de l'entrant de l'activité jusqu'au sortant. Donc l'entrant, je ne vais pas revenir sur tout ce qui est matière première, on en a déjà discuté, mais aussi dans l'entrant, on va parler de tout ce qui est énergie, tout ce qui est eau. Ça va être réfléchir à acheter de manière plus durable ces ressources-là aussi. Et dans l'activité aussi, il y a des choses, optimisation, essayer de récupérer le maximum de matière, des choses comme ça, de la réutilisation. Et sur le sortant, pareil, ça va être une réflexion sur la génération des déchets, limiter les choses comme ça, limiter la pollution, puis peut-être aussi une réflexion sur le produit final, qu'est-ce qu'on peut en faire, et justement, dans la même logique que Cathy expliquait, sur la sensibilisation justement de la clientèle. Donc déjà, par rapport, il est possible déjà d'utiliser certains supports différents, donc ça se fait de moins en moins, mais on voit quand même la présence de fluorofoam, qui est du coup une matière pas très écologique, on va dire, et déjà réfléchir à avoir cette réflexion d'utiliser toute matière plus biologique, qui est éviter tout ce qui est matière plastique. Dans la présentation des fleurs dans les boutiques, ça peut déjà être envisagé. Dans la suite, pareil, il y a certains accepter peut-être que certains clients reviennent avec leur propre contenant. Donc dans tout ce qui est fleuriste, ça va être si les clients reviennent avec leur pot, leurs éléments de décoration, ça peut être accepter ça, c'est déjà inciter en tout cas les clients à le faire. Ça va être limiter, vous, du coup, l'emballage du coup pour votre clientèle. Sachant que du coup, l'emballage, même si vous en fournissez, l'idée, ça va être de limiter certains types d'emballage. Donc, par exemple, le cellophane, qui est encore beaucoup utilisé, mais qui est une matière plastique et une matière du coup qui fait à base de pétrole et qui n'est pas une énergie du coup infinie, une ressource infinie, je veux dire. Et pareil, le craft non blanchi, c'est pourquoi le craft non blanchi? Parce que le craft blanchi, c'est un emballage qui va être difficilement recyclable, voire pas recyclable. Donc, essayer déjà dans les emballages avoir des emballages qui peuvent être réutilisés par la clientèle aussi, ou du coup qui au niveau du tri va pouvoir être recyclé. Et pour tout ce qui va être entretien des locaux,
pareil, ce que je préconise, ça va être l'utilisation de produits naturels. Le savon noir, le vinaigre blanc, c'est des produits qui peuvent très bien fonctionner. Et sinon, utiliser des produits écolabellisés, comme Bio, Écolabel, ça va être des produits qui ont un impact moins important sur l'environnement. Pour la sobriété au niveau énergétique, il y a plusieurs solutions qui peuvent être mises en place. Bon, d'abord, nos fournisseurs, c'est possible de souscrire à des contrats énergie verte. C'est des contrats qui vraiment garantissent une certaine partie ou 100% du coup qui vient d'énergie renouvelable. Demain, si tout le monde se met à souscrire à ce type de contrat, ça va forcément pousser du coup l'énergie renouvelable de manière générale. L'abonnement, essayer de le renégocier de manière régulière. Donc là, ça va être plus sur un intérêt économique. Renégocier son contrat énergétique de manière assez régulière, ça a un apport économique direct. C'est environ 10% d'économie qui peut être fait. L'isolation, forcément. Vous avez besoin, dans les boutiques de fleuristes, d'une très bonne isolation pour éviter de dégrader la fleur. Donc, essayer de garder le maximum de froid. L'isolation, forcément, ça va être un enjeu majeur dans les entreprises de la fleur. Les équipements, donc des équipements performants et la chambre climatique, je vais faire les deux points en même temps. Déjà, pour tout ce qui est équipement, ça va être réfléchir à ce qu'on en a réellement besoin ou pas. Donc la chambre froide, est-ce qu'on en a réellement besoin par rapport à l'activité? Et derrière, les équipements de manière générale, ça va être réfléchir à utiliser des équipements les plus performants possibles, les plus récents possibles, avec les critères du coup de sélection selon l'activité. Derrière aussi, par rapport à l'équipement, ça va être de mettre en place un programme d'entretien assez régulier pour que cet équipement-là fonctionne le plus longtemps possible et de la manière la plus performante possible aussi. Pour l'eau, un gros enjeu quand même dans vos entreprises. L'eau, du coup, vous en avez forcément besoin pour arroser. Donc, il y a des solutions aujourd'hui de récupération de pluie, par exemple. Donc, ça peut être des solutions qui peuvent être financées par l'agence de l'eau, par exemple. Donc, ça peut être des vrais bacs de récupération. Ou ça peut être des solutions plus, on va dire, apportées sans forcément de gros investissements. Ça peut être juste mettre des vases, des choses comme ça pour récupérer l'eau de pluie. Le nettoyage, pareil, ça va être l'utilisation de produits moins impactants, mais ça va être aussi du coup optimiser au maximum, utiliser l'eau le maximum possible. Et la suivi de consommation, pour éviter les fuites, c'est un enjeu qui est quand même assez important. Pourquoi? Parce qu'une fuite cachée, ça peut avoir un coût assez important, que ce soit donc une perte au niveau de la ressource en eau, mais aussi une perte au niveau économique pour l'entreprise. Donc avoir un suivi assez régulier, c'est assez important. Et ce que je préconise pareil aux entreprises, c'est la veille d'un jour fermé, regarder le compteur d'eau et revenir du coup après et voir si ça a bougé. Si ça a bougé, c'est qu'il y a potentiellement une fuite quelque part. Du coup, à ce moment-là, il faudra mettre des actions en place. Je vous fais un petit point d'actualité aussi. Donc là, c'est la situation des nappes phréatiques le 15 juin 2025. Donc vous voyez que déjà maintenant, les niveaux sont quand même assez bas, surtout du coup dans la région des Ardennes, malheureusement, où on va être sur des situations où en fait, il risque d'avoir des restrictions en eau pour justement tout ce qui va être arrosage. Donc mettre en place justement des systèmes de récupération d'eau de pluie, c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour limiter l'impact de ce genre d'événements climatiques qui peut avoir des conséquences sur les entreprises ou sur la vie de manière quotidienne. D'autant plus que c'est un enjeu assez important, comme le graphique vous le montre, depuis maintenant une dizaine d'années, en fait, les périodes de forte chaleur s'accentuent, sont de plus en plus importantes et plus longues. Donc des périodes de canicule et de sécheresse, donc des périodes où l'utilisation de l'eau va être réglementée, risque d'arriver de plus en plus fréquemment et du coup de manière presque systématique tous les ans en fait. Donc prendre en considération l'optimisation de la consommation en eau, l'optimisation de l'utilisation d'eau et peut-être aussi mettre en place des systèmes de récupération d'eau, c'est un enjeu qui est assez important dans les entreprises du coup de fleuristerie. La dernière partie, ça va être du coup le sortant, donc ça va être les déchets. Donc mettre en place des systèmes pour limiter les pertes. Donc ça va être limiter les pertes, ça va être
bien gérer du coup ses stocks, les optimiser au maximum. Ça va être essayé du coup, pareil, dans la même logique pour limiter les pertes, ça va être peut-être faire de la revente moins chère en fin de journée, en utilisant, ça peut être l'utilisation d'applications comme Togo ou Phoenix par exemple, qui proposent justement de vendre moins cher certains bouquets qui risquent de plus être vendables incessamment sous peu. Ça peut être aussi du don, ça se fait aussi. Je prends un exemple qui moi je trouve intéressant, c'était une fleuriste qui donnait de temps en temps les fleurs qui étaient, on va dire, en fin et presque plus vendables, elle les donnait à une EHPAD qui était pas trop loin de sa boutique. Ça fait toujours plaisir. Mettre en place donc du coup avec le fournisseur, pareil, un système de consigne, c'est-à-dire que les emballages, lui, il va les récupérer et va pouvoir les réutiliser. Et ça va être aussi du coup avec le fournisseur, en fait, travailler avec lui pour limiter la présence d'emballages, de carton, de plastique, des choses comme ça. C'est des choses qui se font de plus en plus et qui peuvent être faites sans forcément de grosses contraintes si le fournisseur est prêt à accepter cette démarche-là. Le tri à la source, forcément. Donc aujourd'hui, on est sur le tri à 8 flux qui va comporter justement le tri du coup des biodéchets. Aujourd'hui, l'utilisation de compost est obligatoire. Donc c'est à vous de vous renseigner sur quel système a été mis en place sur votre territoire. Mais vous pouvez toujours aussi mettre un compost, vous, de votre côté, personnellement. Donc c'est quelque chose qui est réglementaire aujourd'hui. Après, pour tout ce qui est tri, forcément, essayer de faire le tri, de respecter les consignes de tri, c'est essentiel. Pourquoi derrière c'est essentiel? Parce que ça permet de réutiliser de la matière. Si c'est pas fait et que tout est mis dans les ordures ménagères, à la fois ça engendre un coût supérieur pour la collectivité, mais c'est aussi compliqué après derrière de réutiliser cette matière première. Éviter l'achat de produits qui génèrent des déchets, forcément. Dans la même logique, si on achète des produits qui sont suremballés, surtout avec des matières plastiques, ça va générer de plus grosses quantités. Donc ça a un coût économique pour votre entreprise, mais ça a un coût aussi écologique derrière. Le réemploi d'emballage, on en discutait déjà un peu. Pouvoir proposer à votre clientèle des pots et que ces pots-là, après, s'ils reviennent, ils peuvent les réutiliser. Ça peut être aussi du coup l'utilisation de certains chutes d'emballage, de choses comme ça. Ça peut optimiser au maximum tout ce qui peut être perçu comme un déchet, mais qui peut être en fait utilisé complètement. Et du coup, par rapport aux déchets verts, je l'ai déjà abordé, mais ça peut être aussi de manière neutre de la réutilisation. Certaines fleurs peuvent être séchées, par exemple. Ça peut être aussi certaines fleurs utilisées en tisane. C'est un peu comme ça qui peuvent être imaginés par rapport aux déchets verts, surtout dans le milieu de la fleur. Est-ce que par rapport à ça, justement, Cathy, tu as quelque chose en plus à rajouter? Oui, tout ça, de toute façon, c'est sûr que ça me parle, puisque c'est là-dessus que j'avais construit mon projet, et puis c'est là-dessus que je travaille de toute façon. Je travaille avec tous ces éléments-là en même temps. Par exemple, donc, la mousse hydrophile, moi j'ai que du bio. Après, c'est à nous en tant que fleuriste d'expliquer aux clients que celle-ci elle est compostable. Et c'est vrai que même les chutes qu'on ne peut pas nous réutiliser, par exemple quand on coupe la mousse, etc., ça permet de les mettre aussi au compost. Et ça, c'est pas mal. Donc après, oui, c'est sûr que c'est un coût, forcément, mais voilà. Après, derrière, on reste en biodégradable. Et en plus, on a franchement une qualité de mousse qui est supérieure à la mousse verte habituelle. Sur les produits d'entretien, oui, forcément. Après, on a aussi des clients là sur les contenants, donc sur les produits d'entretien, prendre en écolabel, et les produits aussi qui sont pour l'entretien des fleurs, ça existe. C'est pas facile à trouver par contre, mais ça existe. Mais ça, c'est un peu plus difficile à trouver. Après, les clients, au niveau des emballages pour les clients, effectivement, il y en a qui viennent avec leur vase. Comme ça, on met directement le bouquet dans le vase. Ça, c'est top. Moi, je n'ai que des emballages craft, recyclés, recyclables, etc. Donc ça se trouve relativement facilement. Aujourd'hui, quand même.
tous les grossistes de matériel pour fleuristes en ont. Et après, c'est pareil, c'est un coût aussi. C'est un petit peu plus cher quand même. On a aussi des petits sacs un peu sympas. On a certaines marques qui proposent des emballages 100% biodégradables. Ça, franchement, c'est top. Après, moi, je sais que là, je suis en train de rechercher parce que j'ai une consoeur avec qui j'avais correspondu un petit moment, qui, elle, fait... je ne retrouve plus le mot. Donc, elle propose les bouquets donc dans un contenant. Et ben, les personnes peuvent prendre le bouquet avec le contenant et soit ils le gardent, soit ils le ramènent en boutique. D'accord, oui, donc c'est un système de consigne. Un système de consigne, en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Un système de consigne sur le contenant du bouquet. Ça peut être sympa, ça peut être un petit peu une alternative à la bulle d'eau. Après, la bulle d'eau, il y a aussi des choses qui sont recyclées, recyclables. Il y a des marques qui le font aussi. Donc, on peut aussi trouver ça. Au niveau de l'isolation, moi je suis pas trop concernée parce que je suis dans un monument historique, donc l'isolation se fait toute seule. Donc ça, voilà. Sobriété énergétique, au niveau effectivement du contrat d'électricité. Moi je suis en contrat d'électricité verte. On est sur de l'éclairage LED. Alors effectivement, un contrat d'électricité verte, ça coûte plus cher, mais on consomme moins. Quand on consomme moins, si on a tout du LED, moi le chauffage, ça a été refait avec des radiateurs nouveaux à consommation basse, etc. Et du coup, finalement, sur la facture, on s'y retrouve là, par contre. Donc, ça, c'est intéressant. Au niveau des équipements, chambres climatiques, etc., il en existe maintenant des à basse consommation. Après, moi, j'ai eu la chance, c'est que dans mon local, j'ai une partie qui est une ancienne chaufferie qui a 3 quarts enterrée. Ce qui fait que du coup, en fait, elle sert un peu ça fait un peu un système de cave avec de l'aération, ce qui permet en fait d'avoir de pas démarrer. Enfin, nous, on a du coup, plutôt que d'avoir une chambre froide ou une armoire climatique, on a juste mis une sorte de clim qui nous permet de faire un peu de froid et d'aération. Mais ça permet en fait de la démarrer que quand nécessaire. C'est tout. Après, il faut aussi une bonne gestion du stock si on va en mettre le moins possible en chambre climatique aussi. C'est ça aussi. Ça, c'est pas forcément évident. Après, ouais, c'est au niveau de l'eau, c'est plus compliqué. Sincèrement, pour l'instant, s'il y a des gens qui ont des pistes, je suis preneuse. Mais ouais, au niveau de l'eau, c'est plus compliqué. Récupérer l'eau quand on est dans un local commercial, si on a un extérieur, peut-être, mais c'est compliqué. Je vois pas trop comment on peut faire. Enfin, là-dessus, il y a vraiment. Là-dessus, c'est plus difficile. Après, au niveau des déchets, bah oui, effectivement, il faut limiter les pertes. Après, il y a les applications Too Good To Go, par exemple, c'est la plus connue, et ça, c'est pas mal. Il y a aussi, moi, j'ai un système où j'ai un petit taux de fleurs que je mets à disposition en gratuit. Donc les gens soit les ajoutent dans les bouquets ou soit des gens les amènent. C'est c'est des fleurs qui sont vraiment en limite et que je ne peux plus vendre en boutique. Donc il y en a qui les utilisent. Donc effectivement, sous forme de dons. Ça, c'est intéressant. Les gens aiment bien. Ouais, ça leur plaît. C'est ça. Et puis, au niveau du tri, c'est vrai qu'il faut se voir avec la commune ce qu'elle propose. Nous, le tri, tout ce qui est la valorisation, etc., de tout ce qui est carton, papier, nous, la commune le fait déjà. Au niveau des déchets verts, nous, il y a un système, donc nous, moi, ça part en méthanisation, mais c'est un contrat à part. C'est à nous de demander. Et là, ça a un coût, par contre. Ça a un coût assez important. Et
Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dessus? Oui, et puis on a aussi la commune chez nous, la municipalité a mis en place, ils travaillent avec un organisme qui récupère chez les fleuristes en fait les plantes en pot, donc en racines, donc plantes d'intérieur, plantes d'extérieur, qui sont plus vendables parce qu'on ne les a pas vendues et qui commencent à s'abîmer. Eux les récupèrent, leur redonnent vie. Et ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est la municipalité Voilà, qui met c'est en ça. place. Il faut se renseigner auprès de la municipalité, de la communauté de communes, etc. Ça, c'est par contre, c'est à nous de faire les démarches. Ils ne viendront pas vers vous. C'est ça, c'est que si derrière il y a une idée, une envie de faire ce genre d'action, c'est que c'est toujours regarder ce qui est proposé par les territoires. Il y a toujours des choses qui sont proposées. C'est vrai que nous, à la Chambre, on a des connaissances de certains programmes, de certains équipements, des choses comme ça qui peuvent être mis en place. Sur les municipalités, peut-être un peu moins. Mais, c'est vrai que c'est intéressant de regarder s'il y a des choses qui sont proposées. Et puis, même si c'est pas fait, c'est des choses qui peuvent être travaillées justement. Si vous êtes dans des petites communes, travailler directement avec la municipalité, proposer justement d'engager ce genre de démarche, c'est toujours bon. Ça valorise, eux, ils seront contents de pouvoir travailler avec des entreprises locales, des entreprises de chez eux, pour pouvoir mettre en place des actions de développement durable. Je pense qu'ils sont toujours preneurs en tout cas. En tout cas, c'est intéressant, c'est plein de bons exemples et du coup des exemples concrets que tu nous apportes. C'est intéressant en effet d'avoir ta vision. Donc je vais continuer la présentation. Pareil, tu auras une autre occasion du coup de pouvoir partager sur d'autres points éventuellement. Donc là, j'arrive justement, on parlait justement, j'ai évoqué tout doucement le fait de valoriser en fait justement ces démarches-là et ces engagements-là. Donc il y a plusieurs manières. Aujourd'hui, comme je disais, aujourd'hui il y a beaucoup de Français qui jugent que la situation est de plus en plus grave au niveau de l'environnement et que ça les préoccupe de plus en plus forcément. Et que une entreprise qui intègre justement intègre cette stratégie de limiter l'impact environnemental est d'autant plus importante dans leur sélection justement des entreprises sur lesquelles ils vont aller pour justement aussi dans un certain sens limiter leur impact. Un des choix les plus faits généralement aujourd'hui, ça va être l'ancrage local. Donc une entreprise qui produit local et qui essaie de valoriser du produit français, ça va être quelque chose qui va être de plus en plus sélectionné en tout cas. Et d'autant plus que les jeunes générations, elles, vont être de plus en plus convaincues par cet enjeu-là et qui vont être de plus en plus sensibilisées à ce genre d'offres et d'enjeux. Donc forcément, s'engager sur ce genre de démarche, c'est essentiel, mais c'est essentiel aussi de la valoriser derrière en tant qu'entreprise pour permettre de capter cette nouvelle clientèle et surtout de la fidéliser derrière. Donc pour ça, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites dans le milieu de la fleur. Ça va être ou de vous appuyer sur des outils qui existent, des labels qui existent déjà, ou éventuellement de créer vos propres outils de communication ou votre stratégie de communication et de valorisation. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de labels qui existent. Donc on va, par exemple, le label rouge qui va être plus basé sur la qualité des produits, sur des critères justement stricts et des cahiers des charges qui vont limiter à certains points de vue l'impact et surtout au niveau de la qualité en fait de la fleur qui va être vendue. Fleur de France, ça va être l'origine. Pareil, c'est un label qui est porté aujourd'hui au niveau national par Valor, qui va en tout cas mettre en avant que ces fleurs-là sont produites par des horticulteurs français. Planète Bleue, pareil, c'est un label qui va être porté aussi au niveau national, qui va mettre en avant que ces fleurs-là ont utilisé des produits bio, éco-responsables. L'agriculture biologique, je pense que Cathy pourrait nous en parler. L'agriculture biologique, ça va être pareil, ça va être l'utilisation au minimum du coup de produits phytosanitaires, de pesticides, des choses comme ça. Et la dernière chose, et ça on le voit de plus en plus sur les fleurs, ça va être le label Fairtrade, qui du coup va mettre en avant que ça est issu d'un commerce équitable, qui du coup va traiter normalement les travailleurs à l'étranger de manière juste par rapport à leur travail, ne pas faire travailler les enfants aussi par exemple. Et ça va être aussi intégrer certains critères environnementaux justement dans la production.
Deux labels sur lesquels je zoome un peu, ça va être le label du coup proposé donc justement aux fleuristes, qui va être articulé autour justement des grands enjeux de l'entreprise de la fleur coupée, qui va être l'achat responsable, la génération des déchets, la limitation de la consommation énergétique, l'optimisation de la consommation d'eau. Donc ça, c'est le label du coup éco-responsable. Et on a un label aussi du coup qui est porté par la CMA, par la Chambre des métiers de l'artisanat aujourd'hui, qui est mis en place du coup, sur certains territoires, qui consiste à relever un certain nombre de défis. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec Solange Routz, qui est du coup dirigeante de Effleur en Moselle, qui elle est du coup engagée éco-défi, et qui du coup m'a partagé cette phrase en disant justement que c'est toujours une reconnaissance qui est agréable à avoir justement par rapport à ces engagements-là, que c'est un label qui n'est pas forcément compliqué à obtenir, mais qui du coup est surtout accompagné par justement des conseillers environnement, comme moi ou comme d'autres collègues sur le territoire, qui permet en fait aussi derrière de réfléchir peut-être à aller plus loin dans les pistes d'amélioration, comme pourrait être du coup sur justement l'éventualité de poser des panneaux solaires sur sa boutique pour limiter encore une fois sa consommation énergétique. Pour Fleur de France, donc, comme je disais, ça va être le collectif Fleur de France. C'est un collectif qui est mis en place, qui va prôner justement le slow flower, qui va essayer de soutenir au maximum les agriculteurs responsables, et du coup derrière aussi les entreprises de la vente de la fleur coupée, qui va essayer de mettre à la fois ce côté, comme on disait, de localité et aussi de saisonnalité. Pareil, Solange est membre de ce collectif-là, et elle expliquait que ça lui permet en fait de confronter sa pratique d'achat des fleurs, permettre aussi d'avoir un lien avec les producteurs. En fait, avec ça, elle, ça lui permet de connaître à qui elle achète et comment c'est produit. Et ça limite forcément derrière l'impact du coup environnemental. Tac. Comme je disais, donc du coup par rapport au label qui existe déjà, c'est toujours possible d'y intégrer, mais si vous n'avez pas forcément l'opportunité, il y a d'autres choses qui peuvent être faites pour valoriser vos engagements, surtout pour communiquer auprès de votre clientèle. Donc, il y a déjà éventuellement la participation à certains événements nationaux qui met justement en avant la protection de la biodiversité et la protection de l'environnement. Donc là, justement, il y a quelques semaines, il y a eu la semaine des fleurs pour les abeilles, qui est du coup portée par Valor, qui était pendant une semaine, il proposait aux fleuristes qui s'engageaient dans cet événement-là, ils mettaient en place tout un système de communication, et ils donnaient du coup aux fleuristes des graines à la vente aux clients, mais en même temps, ils communiquaient justement sur les enjeux environnementaux. Il y a aussi l'autre partie, et là, du coup, ça va être plus personnel selon les entreprises, quelque chose qui marche assez bien, qui va être mettre en place des événements au sein de votre boutique, qui permet de sensibiliser du coup votre clientèle. J'ai repris l'exemple de Les Fleurs, encore une fois, qui propose des ateliers de création florale, par exemple, et qui conseille et qui du coup permet d'échanger directement avec ses clients. Et comme disait du coup Solange, c'est un rendez-vous qu'elle a mis en place dès sa création de l'entreprise, et elle aime bien faire ça parce que ça permet d'avoir un contact direct avec ses clients, de les fidéliser, et c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément, et ça lui permet du coup en effet de communiquer sur ses engagements. Là-dessus, justement, Cathy, est-ce que toi, tu as des choses que tu as mis en place dans ton entreprise sur justement la communication? Sur la communication, moi j'ai mis quelque chose en façade. Pour l'instant, communication, en fait, j'en ai pas fait beaucoup parce que moi j'ai pas démarré il y a très longtemps et en fait je suis sur quand même un axe qui est très passant, et je voulais pas me faire noyer en faisant de la pub ou de la com, etc. De trop. Pour l'instant, j'ai bien fait, mais j'ai l'intention de communiquer, publicité logique. Après, moi, ça va être plus en boutique pour l'instant où j'ai un étiquetage avec la provenance des fleurs, enfin pour les fleurs locales. Les autres, ça dépend parce que déjà, j'en ai pas beaucoup en dehors du local, pas en termes de quantité, mais en termes de variété. J'en ai très peu pour compléter.
Donc ça là-dessus, donc moi j'ai mis ça à l'avant de la boutique. Hein, il y a un panneau qui explique qu'il y a une sélection de fleurs locales, etc. J'ai aussi, sous forme sur une ardoise, parce que nous on est dans les Ardennes, donc l'ardoise, voilà, c'est du coin. Donc j'ai mis sur une ardoise l'éco-fleuristerie, à quoi c'était, quels étaient les engagements, etc. Je me suis dit, oh, ça fait du blabla, est-ce que les gens vont lire? Et oui, les gens lisent. Les gens le lisent. Quand ils regardent les fleurs qui sont sur l'achalandage extérieur, ils voient ça dans la vitrine et ils y regardent. Après, beaucoup sur les réseaux sociaux, bien sûr. Ça marche très bien. Par contre, on parlait de l'ancrage local au tout début de cette partie-là. L'ancrage local, nous, c'est vrai qu'on est dans une région où les gens aiment bien le local. On a beaucoup de sociétés qui travaillent sur du local, par exemple dans la restauration, des choses comme ça. Donc chez nous, on aime bien. Par contre, la ferme florale avec laquelle je travaille sur la Marne, eux, sur le secteur de Reims, ils ont plus de difficultés. Parce que la clientèle n'est pas la même, ils viennent chercher du beau, mais ils ne viennent pas forcément chercher du local. Donc il y a une fille qui est installée comme ça et elle, ça marche, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et de tous les endroits. C'est-à-dire que c'est vrai que chez nous, à partir du moment où on met local, les gens rentrent dans le magasin. Mais c'est pas partout. Je sais que là-bas, certains fleuristes à qui elles livrent des fleurs ont des difficultés à vendre du local. Après, ça va dépendre des gens. Et c'est vrai que j'ai vu aussi que ça attirait les jeunes. Et oui, moi j'ai une clientèle plus jeune que ce qu'on a l'habitude d'avoir chez les fleuristes. Il y a la clientèle habituelle, bien sûr, des plus 55 ans, etc. Mais moi, j'ai aussi une clientèle beaucoup plus jeune. Oui, je pense qu'en effet, les jeunes... Même très jeunes, des des gens qui vivent chez leurs parents, qui viennent pour les parents et qui sont sensibles justement à ça. Et ça permet d'amener une clientèle qui est plus jeune. C'est vrai que du coup, est-ce que toi, tu sens que c'est difficile de communiquer sur ces... C'est difficile de communiquer déjà tout court. C'est vrai qu'on est, on est des petites sociétés en règle générale quand même, les fleuristes, on n'est pas des gros, il y a quelques gros mastodontes, mais quand même pas beaucoup. Donc c'est vrai que la communication, en règle générale, ça a toujours un coût, qui n'est pas forcément toujours évident à porter. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, tout ça, c'est facile, c'est classique et c'est plus ou moins gratuit. Mais c'est vrai qu'à part l'affichage en boutique, les réseaux sociaux, etc., tout le reste est payant. Mais il faut communiquer là-dessus, il faut le faire parce que c'est ce qui démarque d'autres personnes. Après, de toute façon, il ne faut pas rêver. La meilleure communication, c'est toujours le bouche à oreille. C'est sûr. Ça, on va essayer d'en parler au maximum avec les clients qui passent en tout cas. Voilà, avec les clients qui passent, avec les autres commerçants qui sont à côté de chez nous, avec qui on travaille ou pas, mais on connaît. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux. Je pense que c'est plus aller vers un démarchage comme ça de terrain. De terrain. En tout cas, merci pour cet apport. C'est vrai que les labels, forcément, donc, comme je disais, certains sont payants, forcément, et demandent un certain engagement. Donc c'est vrai que la valorisation va se faire beaucoup. En effet, en petite entreprise, quand vous êtes tout seul, c'est compliqué. C'est un enjeu, on en a conscience. Mais c'est vrai que c'est essentiel aujourd'hui, si vous êtes engagé dans ces démarches-là, d'en parler au maximum. Comme disait Cathy, de plus en plus de jeunes. C'est vrai qu'en plus, l'avantage de travailler en local avec des acteurs locaux, moi je travaille sur la fleur coupée, mais sur la fleur séchée aussi, sur les fleurs d'extérieur également.
Et ce qui fait que du coup, on se crée comme ça un réseau et tout le monde parle de tout le monde. Vous les avez où? Moi, oui, ça aussi c'est local, ça vient de chez un tel, etc. Et les gens, moi j'ai des retours par exemple de l'horticulteur avec lequel je travaille à côté de chez moi, qui me dit on parle de vous et puis moi je parle de vous. Enfin voilà, c'est un échange aussi avec les autres commerçants. Moi, il y a des commerçants du quartier qui m'envoient du monde par exemple, en disant voilà, allez chez Cathy parce que elle fait de la fleur locale qui vient des Ardennes, etc. Enfin voilà, ça va être des choses comme ça. Donc c'est vrai que le bouche à oreille, je pense que la communication, ce qui marche le mieux, c'est le terrain. Donc oui, il y a une vraie dynamique à faire avec le local et les entreprises locales et l'ancrage local. Merci Cathy. Je vais partir sur la présentation, donc le dernier point qui est du coup plus sur l'accompagnement qu'on propose justement à la CM1. Donc aujourd'hui, on est sur trois grands points, trois grands principes qui va être donc l'info et le conseil. Donc on va être justement sur essayer d'informer au maximum sur ce qui se passe, sur les enjeux et essayer de conseiller par rapport à ça. Mais on va surtout être sur les deux derniers points. Donc on va proposer nous des diagnostics qui aujourd'hui sont sans frais de la part des entreprises, qui sont gratuits concrètement. Ces diagnostics-là, ils sont là justement pour faire un point sur la dynamique de l'entreprise au niveau du développement durable. Et derrière, l'idée justement de ce diagnostic, c'est qu'on va en dégager peut-être des pistes d'accompagnement, de solutions et des plans d'action. Donc on va être sur la troisième phase de l'accompagnement pour aller justement plus loin dans les démarches, essayer à la fois d'amener au maximum de conseils, de plans et peut-être aussi derrière d'investissement. Donc la CMA est à vos côtés, comme c'est marqué dans le titre. Donc on a des conseillers développement durable, environnement presque partout sur le Grand Est. Donc là, il y a la carte justement de tous mes collègues qui sont actifs aujourd'hui sur cette thématique-là au sein de la Chambre des métiers de l'artisanat. Je termine du coup avec une prise de parole de Solange Rout, qui du coup dirigeante de Les Fleurs, qui du coup explique justement que aujourd'hui pour elle l'engagement des artisans fleuristes dans le développement durable, c'est pas une question, c'est pas un caprice, mais c'est un vrai enjeu pour la planète et pour l'avenir du coup. Elle a en tête l'avenir de ses enfants, la santé et le bien-être. Et c'est forcément que ces dommages-là vont être importants si on ne change pas forcément la dynamique des entreprises. Et elle expliquait surtout que quand elle a commencé à faire ça, essayer de concevoir au maximum son entreprise au niveau développement durable il y a 8 ans, elle était raillée, elle était moquée, mais aujourd'hui, elle voit en fait au bout de ces 8 ans que ça a fonctionné déjà, et puis qu'en plus, ça a apporté de vrais changements dans sa pratique, parce qu'elle était anciennement employée dans une boutique. Et moi, j'aime bien ça, la dernière phrase qu'elle a ajoutée, c'est de dire justement que les artisans fleuristes aujourd'hui, ils travaillent un des plus beaux cadeaux de la nature, et que c'est d'autant plus important quand on travaille ce genre de matière, d'être le plus éthique et le plus naturel possible, pour que les consommateurs aient quelque chose de plus naturel possible en tout cas. Je laisse un dernier mot à Cathy éventuellement. Elle est partie, mais il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si tu veux ajouter Je suis là, c'est parce que j'ai quelqu'un qui arrive, alors... Et on a bientôt fini. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à ajouter, une dernière parole, un point de vue. Je trouve que ce qu'elle a dit, c'est exactement ça. C'est vrai que... Et puis nous, on est d'autant plus concernés qu'on travaille avec et que c'est notre outil de travail. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter de plus, quoi. Si nous, on ne s'y met pas, qui va s'y mettre? C'est ça, en effet. Donc oui, c'est vrai que c'est un joli produit que vous avez entre les mains, et c'est vrai que de travailler d'une manière plus naturelle, ça paraît logique. J'imagine que je vais te laisser, Cathy. En tout cas, merci encore. Merci d'avoir participé, puis d'avoir ramené ce point de vue professionnel que je n'avais pas forcément. Puis tu as donné plein de bons exemples, donc je te remercie encore. Puis plein de courage pour la suite. Merci, et puis bon courage à tout le monde. Au revoir, Cathy.
Au revoir. J'ai presque terminé ma présentation moi. Donc, est-ce que vous avez des questions, vous, de votre côté? Pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas à interagir. De toute manière, si vous n'avez pas de questions tout de suite dans les médias, je reste joignable. Je me mettrai, donc du coup, vous avez possibilité d'avoir mon contact éventuellement, ou n'hésitez pas du coup à vous renseigner auprès de mes collègues par rapport à votre localisation et votre chambre tutélaire. N'hésitez pas à contacter la chambre des métiers dans laquelle vous êtes localisé. Et puis, si vous avez des questions par rapport au développement durable, on sera ravis d'y répondre et de vous accompagner dans d'éventuelles démarches et d'éventuels plans d'action. En tout cas, je vous remercie de votre attention et de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.